Ça ne se voit pas du tout, le tableau. En tous les cas, ce qui est affiché au tableau, ça ne se voit pas sur... Si, ça se voit. Comment ça se voit? Peut-être toucher avec la main. En tous les cas. Si ça n'apparaît pas, je parle aux gens qui m'écoutent là sur la vidéo. Si ça n'apparaît pas, si vous ne le voyez pas sur l'écran, le document, de toute façon, je vais le poster. Donc, ce que je veux expliquer dans cette partie que je considère le dernier, ce n'est pas la peine de noter ça, hein, parce que ce document, je vous l'envoie. D'accord? Essayez de comprendre seulement. Ce qu'on veut expliquer dans ce document, c'est le dernier point que je veux développer dans le modèle néoclassique, c'est comment fonctionne le modèle néoclassique dans le cas où il y a des politiques adoptées par un gouvernement, des politiques de relance, n'est-ce pas? C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est essayer de comprendre essentiellement quand on fait une politique de relance, pas le budget, on parle de politique budgétaire, comment réagit l'économie selon ce modèle néoclassique. Et lorsqu'on fait une politique de relance monétaire, qu'est-ce qui va se passer selon ce modèle néoclassique? C'est ce qu'on appelle faire tourner ou fonctionner le modèle néoclassique dans ce cas-là. Bon. Je vais illustrer cet effet des politiques monétaires et budgétaires dans un modèle néoclassique simple dans lequel il y a deux marchés seulement, le marché des biens et des services et le marché de la monnaie. Quand on a ces deux types, on a ce type de simplification, on dit qu'on a une économie à un seul marché, celui des biens et des services. Pourquoi? Parce que comme il y a une dichotomie, le seul marché qui compte, c'est le marché de la sphère réelle, c'est-à-dire le marché des biens et services, et le marché de la monnaie est considéré comme n'ayant d'effet que sur les prix, c'est-à-dire sur la sphère monétaire. C'est pour ça qu'on parle d'un seul marché, un modèle néoclassique à un seul marché, le marché des biens et des services, donc le marché de la sphère réelle. Mais en réalité, la dichotomie fait que on étudie un peu par effet miroir, si vous voulez, la sphère monétaire. Donc, que dit donc, l'objectif dans cette partie, c'est de comprendre un peu les politiques. Bon, ça, c'est des choses qui sont redites par rapport à la partie que j'ai faite précédemment. Donc, tout ça, c'est des choses que j'ai expliquées la semaine dernière. Et je vais passer aux politiques en question. Voilà. C'est à partir donc de la diapositive 16, il y en a 16 sur 31. On dit que la politique économique de la théorie quantitative de la monnaie ou du modèle néoclassique, ici quand je dis le modèle néoclassique 1, MNC1, ça veut dire le modèle néoclassique qui est là devant vous, celui où il y a un seul marché. Celui où il y a plusieurs marchés, c'est celui qu'on a vu la semaine dernière, que j'ai déjà posté sur le site de Paris 2. Et celui-là, c'est le plus simple, il va à l'essentiel pour voir l'effet des politiques monétaires et budgétaires. Donc, on vous dit que le changement dans l'offre de monnaie, OM, c'est l'offre de monnaie, ne font à court terme que perturber l'équilibre de l'économie. Retenez bien les conclusions de ce modèle néoclassique. Ça veut dire que les changements dans l'offre de monnaie n'ont que des effets de court terme sur l'économie, en particulier sur le niveau général des prix. NGP, ici, c'est le niveau général des prix. Mais dans le long terme, ça n'a aucun
aucune influence sur la sphère réelle de l'économie. On dit que la monnaie est neutre à long terme. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que grâce à la flexibilité des prix dans la théorie néoclassique, toute augmentation ou réduction d'ailleurs de la quantité de monnaie n'a d'effet que sur les prix nominaux à long terme et sur la sphère réelle, ça ne peut avoir que des effets de court terme qui ne sont pas durables. Donc, automatiquement, pour la logique néoclassique, le modèle néoclassique, la politique monétaire ne sert strictement à rien, sauf à augmenter les prix, augmenter le niveau général des prix. Donc, elle ne fait que ramener de l'inflation. Ou le contraire, si on réduit la quantité de monnaie, ça fait baisser les prix. Donc, quand on augmente la quantité de monnaie, la politique monétaire dans le modèle néoclassique, ça ne fait que augmenter les prix. Elle peut avoir des effets réels dans la sphère réelle, des petites variations dans les prix relatifs de la sphère réelle, mais qui sont momentanées, ça ne dure pas. À long terme, on trouve que des augmentations de prix et un retour aux équilibres réels précédents. Donc, si vous voulez, pour aller vite, ça ne sert à rien, les politiques monétaires. Nous verrons d'ailleurs la politique budgétaire aussi. C'est-à-dire, dans la logique néoclassique, l'État, les politiques, qu'elles soient monétaires, budgétaires ou fiscales, n'ont strictement aucun effet. C'est grave à dire ça comme ça, mais c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que dans la logique néoclassique, l'État ne doit pas du tout intervenir. Toute intervention de l'État ne fait que des perturbations et qui ne sont pas durables. Nous verrons dans la logique de Keynes, quand on verra le modèle keynésien, que c'est exactement l'opposé qui va dire. Parce que quand vous avez appris, toi tu as parlé de politique de relance, parce que tu es dans la logique keynésienne, dans la logique néoclassique, ça ne porte même pas ce nom-là. C'est des perturbations, c'est des choses à ne pas faire. Donc, quand on dit les politiques de relance que vous avez vues au lycée, il faut toujours les accompagner de l'adjectif keynésien. Pour un non-keynésien, c'est de la perte de temps. Il n'y a pas de politique à faire. Il n'y a pas de politique. Toute œuvre de l'État est vouée à l'échec. L'État ne doit pas intervenir. Donc ça, c'est pour ce qui est de la politique monétaire. Bon, la démonstration n'est pas donnée devant vous. C'est juste qu'on affirme simplement. Donc, ça, c'est considéré comme un acquis. C'est un principe même chez les néoclassiques. La politique monétaire ne sert strictement à rien. La politique budgétaire, nous le verrons aussi. Parce que l'État ne doit pas intervenir. Pourquoi maintenant la politique monétaire n'a pas d'effet, ou si elle a des effets, c'est des effets de court terme qui sont momentanés, qui disparaîtront à un moment ou à un autre? Eh bien, on va le voir pourquoi. Peut-être que vous pouvez le deviner. Voilà pourquoi. L'illustration de cette idée, c'est la première fois que vous êtes devant une forme de, je ne dis pas démonstration, mais une argumentation. Un argumentaire en économie, très souvent, il est basé sur un graphisme. Ici, le graphisme représente l'économie néoclassique dans laquelle vous avez en abscisse Y qui est le PIB réel, Y en minuscule veut dire le PIB réel, si c'est en majuscule, c'est PIB nominal. Ici, c'est le PIB réel en abscisse. Et en ordonnée, vous avez le niveau général des prix grand P. N'est-ce pas?
Et avec ces deux axes, on représente toute l'économie néoclassique. Qu'est-ce qu'on voit dans cette schéma? On voit une verticale qui s'appelle OGLT, l'offre globale de long terme de l'économie. L'offre globale de l'économie à long terme. C'est-à-dire qu'est-ce que l'économie est capable de fournir comme produit ou PIB réel à long terme. C'est ce que j'ai expliqué dans le cours sur le cycle, la tendance de long terme de l'économie. Cette tendance de long terme de l'économie, elle est déterminée uniquement par le potentiel productif de l'économie qui est, dans la logique néoclassique, déterminé par la quantité de travail et le marché du travail. Et ce niveau-là, qui est noté Y étoile, c'est le Y de plein emploi. Y étoile veut dire les Y ou le PIB réel d'équilibre de l'économie qui est égal à celui du plein emploi du marché du travail. Et il ne change pas par aucune politique conjoncturelle, ni de monnaie, ni de fiscalité, ni budgétaire, ni quoi que ce soit. C'est un potentiel de l'économie. Il ne peut pas changer par des politiques de l'État. Donc, c'est une verticale au niveau du Y étoile de plein emploi. Et quel que soit le niveau des prix, c'est-à-dire que sur la verticale, vous pouvez monter et descendre à n'importe quel niveau général des prix, vous avez toujours le même niveau d'emploi, de plein emploi du marché du travail. Ça, c'est le côté offre de l'économie. C'est cette verticale. Que d'après les néoclassiques, l'État n'y peut rien. Il ne peut pas déplacer à droite et avoir plus d'emplois. Il ne peut pas déplacer l'économie à droite pour avoir plus de PIB réel. Impossible. La logique néoclassique veut que ça, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à avoir cette logique. Quand on a expliqué dans le cycle, le chapitre sur le cycle, que dans le cycle, vous avez une tendance et puis des hauts et des bas autour de cette... Vous vous rappelez de ça? Non? Non? Qui se rappelle? Ah bon, vous ne vous rappelez pas de ça? Donc, vous avez eu une absence ces 2 dernières semaines? Parce que je l'ai répété cette semaine et la semaine d'avant. Vous n'étiez pas là? Qui n'était pas là hier? Bon, ça se comprend. La semaine d'avant, qui n'était pas là? Donc, bon, je rappelle rapidement. Je fais une parenthèse. Une parenthèse, hein, pour ne pas mélanger. Une parenthèse. Vous vous rappelez le cours sur le cycle? Sur le cycle, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'économie n'est jamais en train de progresser de manière régulière. Un cycle veut dire qu'il y a des hauts et des bas, n'est-ce pas? Ces hauts et ces bas, ça s'appelle des fluctuations. Autour de quoi? Quand on dit fluctuer, c'est monter et descendre, n'est-ce pas? Alors, fluctuation autour de quoi? Comment on a appelé cette... Plus fort? La croissance de long terme, elle porte un nom. On l'a appelée la tendance, n'est-ce pas? Non? Ça vous rappelle rien? Ben, il faut s'en rappeler. Attention, les questions dans les examens et les interros, c'est ça. C'est ces termes-là, il faut les maîtriser. Donc, la croissance de long terme s'appelle la tendance. On l'a appelé aussi le potentiel. Et c'est ce potentiel-là qui est noté dans Y étoile égale plein emploi. Ah, vous n'êtes pas préparés, les enfants, là. Il y a plein de choses que vous ne maîtrisez plus et quand vous aurez à réviser pour l'examen, vous aurez l'impression d'avoir beaucoup de choses à réviser. C'est pas bon, ça. Parce que si on regarde bien, les petites choses comme ça, finalement, il y en a dans le cours. Il y a un bon paquet de petites choses comme ça. Et c'est ces petites choses-là que je contrôle, moi, dans les interros.
Donc, voilà le côté offre de l'économie. L'offre de long terme, c'est-à-dire le potentiel de l'économie ou la tendance longue de long terme. L'économie peut gigoter à gauche ou à droite de cette tendance, en dessous, en deçà, au-dessus ou en dessous de cette tendance. Mais que des fluctuations qui ne durent pas. N'est-ce pas? Donc ça, c'est le côté offre. Maintenant, l'économie, elle a un côté demande. Lequel, ce côté demande? Il est représenté par l'hyperbole en rouge. Là. Vous voyez la courbe en rouge, elle représente la demande globale de l'économie. La demande globale. Cette demande globale, c'est elle qui représente la courbe de la théorie quantitative de la monnaie, la TQM. C'est ça, la demande globale. Pourquoi? Parce que la demande globale, elle s'exprime en monnaie sur le marché par la quantité de monnaie disponible. Si vous augmentez la quantité de monnaie, ça veut dire que si l'État adopte une politique monétaire, eh bien, la demande globale passe de DG1 à DG2 dans le graphique. Et ça se manifeste par une inflation, le passage des prix de P1 à P2. Et donc, voilà ce que dit ce modèle. Toute politique monétaire qui fait déplacer la demande vers le haut, par une augmentation de la quantité de monnaie, l'offre de l'économie ne varie pas. Et c'est l'inflation qui réagit. Donc, toute politique monétaire, une politique monétaire n'a aucun effet réel. Le réel reste toujours à Y plein emploi, Y étoile. D'accord? Donc, voilà pourquoi la politique monétaire est inflationniste. Elle est inutile, elle ne sert à rien, selon la théorie quantitative de la monnaie appliquée dans le modèle néoclassique. On va voir maintenant quel est l'effet de la politique budgétaire cette fois. Alors, une petite question, juste pour voir si vous, pas pour avoir une réponse, mais si vous arrivez à vous poser des questions intéressantes comme ça. Alors, les néoclassiques, finalement, l'État ne doit rien faire, finalement, c'est ça? Ben oui, puisqu'ils sont contre l'intervention de l'État. C'est qui est interventionniste en économie? C'est les keynésiens. D'accord? Les néoclassiques, pour ces raisons-là, ils disent qu'il ne faut pas intervenir. Donc, d'après vous, est-ce que les néoclassiques disent qu'il ne faut pas intervenir du tout, tout le temps? Ou est-ce qu'il peut intervenir selon ce schéma, l'État? Puisque là, les politiques de relance ne servent à rien. Qu'est-ce qui peut justifier une action de l'État ici? Ben justement, il ne faut pas. Il ne faut pas. Et si on voit, selon la logique néoclassique, selon ce modèle néoclassique, s'il y a une action à faire de la part de l'État, c'est d'essayer de déplacer Y étoile vers la droite. Ça veut dire rendre l'offre de long terme, l'offre globale au GLT, la rendre plus élevée. Et ça, ce ne sont pas des politiques de relance. Vous comprenez? Ce type de politique qui veut déplacer Y vers la droite, c'est-à-dire, en gros, faire quoi? Faire que le potentiel de l'économie augmente. Et augmenter le potentiel de l'économie, je vous ai expliqué dans le cours du cycle, ce n'est pas des politiques conjoncturelles. Ce n'est pas des politiques de macroéconomique. Ce sont des politiques que j'ai appelées comment?
de croissance de long terme, c'est-à-dire ça n'agit pas sur le cycle, ça agit sur la tendance. Donc, c'est des politiques structurelles et non conjoncturelles. C'est tout à fait différent. Quand on parle de politique de relance, il faut comprendre que c'est des politiques conjoncturelles. Les politiques de néoclassiques, s'il y en a, sont des politiques structurelles. Ils jouent sur le long terme, qui permettent d'augmenter Y de plein emploi. Ils le déplacent à droite. Donc, les politiques qui jouent sur la demande globale, la courbe en rouge, c'est des politiques keynésiennes de relance. Et les classiques, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent déplacer, s'il le faut, la verticale vers la droite, par des politiques qui sont des politiques structurelles qui ne donnent pas des résultats dans 1 an ou 2 ou 3. Des politiques de très long terme. C'est quoi, par exemple? C'est la flexibilité du marché du travail, c'est la formation professionnelle, c'est augmenter la concurrence, c'est réduire les monopoles, c'est les politiques d'investissement on va dire, technologique, c'est dans la recherche et développement, etc. Regardons maintenant l'autre politique, les politiques de dépenses publiques. Ben, le même résultat, la même affirmation. Qu'est-ce que vous voyez ici? L'effet sur le PIB et sur l'emploi dans ce modèle néoclassique, le PIB et l'emploi étant déterminés indépendamment du niveau de ces dépenses publiques, eh bien, ces dernières n'ont aucun effet sur le PIB et sur l'emploi de l'économie. Aucun effet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il nous donne ici une leçon importante. Il nous donne une leçon importante, une chose à retenir. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour les néoclassiques, oui, je t'en prie. Oui, je t'en prie. Oui, je t'en prie, je t'en prie. Donc, pour les néoclassiques, l'augmentation des dépenses publiques n'a aucun effet sur l'économie, sauf bien sûr des petites perturbations à court terme qui ne vont pas durer, n'est-ce pas? La même affirmation que précédemment pour la politique monétaire. Donc, la politique budgétaire n'a pas d'effet. Le fait de faire des dépenses supplémentaires, ça n'a pas d'effet. Pour une raison qui est très célèbre chez les néoclassiques et pas que les néoclassiques. C'est une notion importante en économie, ça s'appelle l'effet d'éviction. L'effet d'éviction. Elle veut dire que les dépenses publiques supplémentaires, regardez bien, ne notez pas tout de suite, s'il vous plaît, écoutez et après vous notez. Si je dis écoutez, c'est que c'est une notion très connue en économie et que vous allez rencontrer les années suivantes. Cette notion d'effet d'éviction. L'effet d'éviction, c'est l'idée que si l'État veut dépenser plus dans le but de relancer l'économie, on a bien compris que pour le néoclassique, ça ne sert à rien. Mais on veut juste répondre aux keynésiens. Si l'État fait des dépenses supplémentaires avec l'espoir de relancer l'économie, d'augmenter le PIB, ça ne fait que évincer les dépenses privées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dépenses publiques, quand ils vont être réalisés,
ils ne vont pas se rajouter aux dépenses, mais ils vont prendre la place des dépenses privées existantes. Quand l'État dépense, il ne vient pas augmenter la demande globale, il vient prendre la place de dépenses privées. Il les évince. C'est ça l'explication des néoclassiques, que les dépenses publiques n'ont pas d'effet. C'est parce qu'ils ne viennent pas se rajouter, mais ils viennent prendre la place des dépenses privées. On appelle ceci l'effet d'éviction des dépenses privées par les dépenses publiques. On parle d'effet d'éviction tout court. Oui? Non, qu'elles soient importantes ou pas importantes, ça ne fait que prendre la place des privés. On n'a pas expliqué pourquoi, mais il faut juste comprendre ce que veut dire cette notion. D'accord? Après, on va voir comment ils expliquent ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la définition d'un phénomène. Ce phénomène est très stratégique pour eux, stratégique pour dénigrer des politiques de relance keynésiennes. C'est de dire que l'État, c'est inutile qu'il relance l'économie parce que on a vu que les dépenses, l'augmentation de la monnaie, ça ne sert à rien. Eh bien, les dépenses publiques supplémentaires non plus. Pourquoi non plus? Parce qu'au lieu de se rajouter, imaginons que l'État décide de, par une politique budgétaire, il décide de créer une route ou construire une dizaine d'écoles, par exemple. Ce sont des dépenses publiques. Eh bien, ces dépenses publiques, au lieu de venir s'additionner aux dépenses privées, donc la demande globale privée, ben, ils prennent la place de ce qui existait déjà comme dépenses privées. Ils viennent prendre la place et non pas se rajouter aux dépenses privées. Donc, c'est comme si on n'a rien fait. Le fait d'augmenter les dépenses publiques, il y a une réduction du même montant des dépenses privées parce qu'ils prennent leur place. Et donc, c'est inutile de le faire. Maintenant, comment ils expliquent ça? Pour quelle raison ça se passe ainsi? Pourquoi ça se passe ainsi? Alors, c'est ce qui est expliqué là, dans cette diapo. Si on fait des dépenses publiques et que, par exemple, les taxes sont inchangées, c'est-à-dire que l'État n'augmente pas les taxes, donc il fait des dépenses, et s'il n'augmente pas les taxes à la même hauteur, taxes équivalentes, eh bien, il va enregistrer un déficit, n'est-ce pas? Il va enregistrer un déficit de telle sorte que l'équation fondamentale du circuit numéro 3, vous vous rappelez, S moins I égale G moins T, vous vous rappelez de cette équation? Elle est réécrite devant vous. S égale I plus G moins T. Dépenses publiques, si elles sont financées par des titres, par exemple, ou si elles sont pas financées par les taxes. C'est-à-dire, s'il y a une augmentation des dépenses et T restant constant, ça veut dire que G moins T va être positif. G va dépasser T. Il y aura donc un déficit de l'État. Les dépenses vont dépasser les recettes de l'État. Donc, si la dépense privée, dépense publique, pardon, augmente de ce déficit-là, eh bien, dans l'équation, si vous regardez la première équation du circuit, équation fondamentale, S égale I plus G moins T, si G augmente et qu'on a dit que c'est une identité, cette relation, c'est-à-dire elle est toujours vérifiée.
Donc, il y a quelque chose qui va changer dans cette équation si vous changez G. Pour que l'équation reste valable, si on augmente G, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, I va baisser pour compenser la hausse de G. Vous voyez ou pas? Donc, si G augmente, automatiquement, I diminue. Et si I diminue, ça veut dire que l'investissement diminue et donc l'épargne va être excédentaire. L'épargne privée va être excédentaire. Et si l'épargne privée augmente, ça veut dire que quelque part, la consommation a baissé. C'est comme ça qu'ils expliquent que si les dépenses publiques augmentent, la consommation privée baisse et l'investissement privé baisse. La baisse de l'investissement et de la consommation compense la hausse des dépenses publiques. Et c'est ça qui leur fait dire que, en fait, les dépenses publiques viennent prendre la place et non pas se rajouter à I et à C. Est-ce que vous voyez pourquoi, vous comprenez ou pas? Non? Je réexplique d'une autre façon? Alors, je vais prendre... Alors, qu'est-ce que je vais prendre un crayon ici? Où est-ce qu'il est le crayon? Le crayon, il est où? Hein? Comment on écrit avec ça? Attends. J'ai oublié comment on écrit le crayon ici. Ah, ecco. Pourquoi il me fait ça, ce con? Signé quoi? Bon, on casse les pieds, comme toujours. On va passer à autre chose. On va prendre ça ici. On va essayer de comprendre pourquoi il y a un effet d'éviction des dépenses privées par les dépenses publiques. On parle de l'équation fondamentale du circuit. Plutôt S moins I égale G moins T. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est l'équation du circuit. Si on augmente G, si G augmente, n'est-ce pas? Et que l'équation reste valable et que l'État ne compense pas par des taxes, c'est-à-dire T ne change pas. D'accord? Et I ne change pas. Pourquoi I ne change pas? Parce que si il y a une augmentation des dépenses publiques, les taxes ne variant pas, l'État va enregistrer un déficit. I, c'est l'investissement privé. Et S, c'est l'épargne privée. Quand l'État dépense plus, ça n'a pas d'effet sur l'épargne privée, a priori. Et donc, la seule chose qui doit changer, d'après la logique de l'effet d'éviction des néoclassiques, si l'équation doit rester valable, il faut absolument que I diminue. Si G augmente, ça veut dire que cette quantité va être positive. Et donc, celle-là doit rester positive du même montant.
pour que ça reste positif d'un montant S ne variant pas, il faut que I baisse. Donc, l'augmentation des dépenses publiques va avoir un effet de réduction de l'investissement privé. Et s'il y a réduction de l'investissement privé, ça veut dire que l'épargne privée va être excédentaire. Et donc, la consommation va baisser. La consommation privée va baisser si l'épargne augmente. Et donc, le résultat, c'est que l'investissement privé diminue, la consommation privée diminue suite à delta G positif. Si les dépenses publiques augmentent, ça veut dire qu'on a ces deux effets. Et ça s'appelle l'éviction des dépenses privées. C'est ça qu'on appelle l'effet d'éviction. Alors, pour insister sur cette démonstration des néoclassiques, quand expliqué comme ça paraît un peu mécanique, n'est-ce pas? Ça paraît mécanique. Ça paraît, si vous voulez, une variation ici implique un effet mécanique là, implique un effet mécanique là, etc. En fait, l'explication qui n'est pas mécanique, elle passe par le marché des capitaux, tout simplement, pour voir comment ce n'est pas mécanique dans la logique néoclassique. C'est que le fait d'avoir, regardez bien, essayez d'écouter ça parce que c'est le cœur de leur explication. Vous savez, toutes les explications néoclassiques doivent passer par le marché, comme je l'ai dit tout le temps. Le marché est au centre de toutes les explications. Ici, le marché qui est au centre de cette explication, c'est le marché des capitaux. C'est quoi le marché des capitaux? C'est le marché dans lequel se rencontrent l'épargne et l'investissement. C'est un marché qui est schématisé de cette façon. L'épargne qui est croissante, l'investissement décroissant en fonction du taux d'intérêt réel. Voilà. Ici, on a un taux d'intérêt réel d'équilibre qu'on va appeler R étoile. Et on a un niveau d'investissement et d'épargne qui sont d'équilibre. Le cœur de l'explication de l'effet d'éviction est le suivant. Vous avez une dépense publique supplémentaire qui va faire que il va y avoir une baisse de l'investissement privé. Pourquoi une baisse de l'investissement privé? Parce que les dépenses publiques supplémentaires vont avoir un effet, c'est l'augmentation du taux d'intérêt. L'augmentation du taux d'intérêt, c'est ça qui va amener cet excès de l'épargne. Et bien sûr, une baisse de l'investissement. Donc, l'épargne va être excédentaire et l'investissement va baisser. Donc, le cœur de l'explication de l'effet d'éviction, elle passe par le marché des capitaux, l'épargne et l'investissement,
et la flexibilité du taux d'intérêt, petit r, taux d'intérêt d'équilibre, qui fera que il va y avoir réduction de l'investissement privé. Et cette réduction de l'investissement privé, c'est celle qui va être remplacée par les dépenses publiques, qui est considérée comme un investissement public. Donc voilà, si vous voulez, l'explication de l'effet d'éviction des néoclassiques et qui va annihiler tout effet positif de relance budgétaire. Donc, ça ne sert à rien. Comment je reviens? Voilà. Donc, vous voyez ici, la dépense publique augmente de G-T. Et donc, le taux d'intérêt augmente. Et l'augmentation du taux d'intérêt, petit r, qui est ici, c'est ça qui implique une réduction de l'investissement qui est ici, l'investissement privé. Et donc, on aura un excédent d'épargne privée par rapport à cet investissement privé qui s'est réduit et pareil pour la consommation. Donc, on en déduit que la baisse de l'investissement et de consommation privée, les deux, c'est la baisse des deux compense ou est compensée par les dépenses publiques qui ont augmenté. Bon, c'est pour cela qu'on dit que les dépenses publiques évincent les dépenses privées. C'est ça qui est la raison de l'inefficacité des politiques budgétaires chez les néoclassiques. Je répète, c'est ça qui explique l'inefficacité des dépenses, des relances budgétaires dans le modèle néoclassique. Donc, vous regarderez ces documents, surtout pour ceux qui sont absents ce matin, je le répète, donc à haute voix, de regarder ce document et d'écouter cette vidéo, parce que ce matin, il y a beaucoup d'absents. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a une partie sur les politiques fiscales que je vous ai dit, je ne vais pas la faire, mais elle a le même effet. Politique fiscale, c'est pareil, je ne vais pas l'expliquer, parce qu'elle demande quelques outils que je n'ai pas développés. Et donc, la politique monétaire n'a pas d'effet. Donc, ceci, si vous voulez, ces deux résultats, vous le lirez sur ce document, ces deux résultats, c'est-à-dire l'inefficacité des politiques monétaires et des politiques budgétaires dans le modèle néoclassique, nous apportent un éclaircissement sur comment fonctionne le cycle dans le modèle néoclassique. Donc, on revient au chapitre sur le cycle. Vous voyez combien les choses sont reliées, cycle, circuit et fonctionnement du modèle. Tout ça, c'est imbriqué. Ici, donc, vous avez une explication du cycle dans le modèle néoclassique à la suite de
de ces politiques. Donc, on vous dit que le long terme, c'est l'horizon temporel au terme duquel les prix P et les salaires, ou toute autre sorte de prix dans le modèle, mais ici, il n'y a que les salaires et les prix, et le taux d'intérêt d'ailleurs, tous ces prix sont des variables qui s'ajustent à long terme aux chocs exogènes, que ce soit des chocs de politique ou des chocs exogènes, pour équilibrer les différents marchés. Et c'est donc au terme de cet horizon temporel que la monnaie devient neutre. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'il puisse y avoir des petites variations conjoncturelles dans la sphère réelle, mais qui ne durent jamais longtemps. Et donc, permet donc de prédire que les niveaux de toutes ces variables réelles de l'économie, c'est leur niveau de long terme. Et ces niveaux de long terme sont qualifiés de niveaux naturels de ces variables. Donc, on a un niveau naturel du PIB, niveau naturel de l'emploi, niveau naturel du taux d'intérêt, niveau naturel de tous les agrégats. Et donc, si les marchés sont libres et concurrentiels, les écarts de production, qu'est-ce qu'on a appelé les écarts de production dans le cours sur le cycle? C'est quoi les écarts de production? Vous vous rappelez ce que c'était les écarts de production? C'est la différence entre les niveaux conjoncturels observés et le niveau de la tendance. On a appelé ça des écarts inflationnistes ou déflationnistes. Des écarts par rapport à la tendance. Et donc, le chômage frictionnel. Maintenant, ça m'amène à définir quelque chose sur laquelle je n'ai pas insisté dans les autres cours. C'est quand on dit ici, je vais ouvrir une parenthèse. Quand on dit que les écarts de production et le chômage frictionnel sont faibles, qu'est-ce que ça veut dire les écarts? Bon, vous avez compris, c'est les écarts de production, c'est-à-dire quand vous avez une tendance comme ceci et la conjoncture qui est autour de cette tendance. C'est ça qu'on appelle les écarts de production. Vous appelez des lags. Inflationary lag, l'écart inflationniste ici et déflationniste là. Ces écarts-là, c'est ça qui explique ce qu'on appelle le chômage frictionnel. Parce que le chômage, si vous voulez, et notez-le bien, le chômage, dans une économie, selon la théorie du cycle, le chômage, c'est la somme de chômage frictionnel plus un chômage saisonnier plus un chômage structurel. C'est ça ce qu'on appelle le chômage total dans une économie. C'est cet écart-là, donc l'écart de production, qui explique la situation du chômage frictionnel. Le chômage frictionnel, c'est le chômage qui est dû à la conjoncture.
C'est-à-dire un chômage de frottement qui est dû au fait que les adaptations aux nouvelles conditions conjoncturelles ne sont pas instantanées. Le temps que les gens retrouvent des jobs pendant que l'économie gigote autour du cycle. On appelle ça le chômage frictionnel. Mais il y a toujours un chômage saisonnier et un chômage structurel qui n'est pas dû à la conjoncture, qui est dû à la tendance, qui est dû aux difficultés qui sont pas des difficultés passagères dues à la conjoncture. Ce sont des difficultés de chômage, par exemple, de formation, d'inadaptation, des offres de travail de la part des salariés aux demandes de travail de la part des entreprises, n'est-ce pas, des destructions d'emplois dues à l'inadaptation des nouvelles technologies ou des anciens secteurs qui dépérissent à cause du changement des techniques de production. Ça, c'est du chômage structurel qui ne varie pas facilement avec les politiques conjoncturelles. Et donc, le chômage total, en fait, il y a 4 types de chômage. C'est le chômage qui est donc ici observé. Le chômage observé, c'est l'addition de 3 chômages. Le chômage frictionnel, qui est dû à la conjoncture, le chômage saisonnier, et puis le chômage structurel qui est impossible à réduire par les politiques conjoncturelles. Donc, ceci, la somme de tout ça, ça représente le chômage naturel de l'économie. C'est ça qu'on appelle le chômage naturel. Ce chômage naturel, il est qualifié aussi de chômage d'équilibre de l'économie. Pour certains, ça s'appelle le chômage d'équilibre, pour d'autres, c'est le chômage naturel. Plus exactement, pour les monétaristes, ça s'appelle un chômage naturel, c'est le nom que lui a donné Friedman. Et pour les keynésiens, ça s'appelle un chômage d'équilibre. Ça veut dire que même si l'économie est à l'équilibre, ce chômage-là, il existe toujours, qui est dû aux saisons, à la structure et aux frictions du marché du travail. Donc, c'est comme ça qu'on explique le cycle dans le modèle néoclassique. Donc, pour le modèle néoclassique, modèle d'une économie de l'offre et modèle donc d'équilibre de long terme, les chocs d'offres n'ont donc d'effet qu'à court terme. Les chocs de demande aussi.
OK, voilà ce qu'il faut retenir. Et puis, nous verrons les mêmes questions dans le modèle keynésien. Voilà, vous verrez ce document sur votre plateforme à partir de ce soir. Et je demande à ceux qui étaient absents de bien réécouter ce que j'ai expliqué là sur cette vidéo, de le réécouter attentivement. OK.